vous retrouver dans cette deuxième tranche de ce Carrefour Info. Il est 19 h, on voit ensemble les titres. Football à la une, ce journal, fin de suspense. On connaît la composition des groupes pour le Mondial 2018 en Russie. Selon le tirage au sort effectué aujourd'hui au Kremlin, le Maroc est dans le groupe B avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Beaucoup de chemin reste encore à parcourir pour l'éradication de ce fléau planétaire, selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Où en est ce combat mondial? Élément de réponse dans ce journal. Et puis l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est l'inauguration des travaux de la ligne du métro d'Abidjan. L'événement s'est fait en présence du président ivoirien Alassane Ouattara et de son homologue français Emmanuel Macron. Coût global du projet 918,34 milliards CFA. Ça y est, la composition des groupes pour le Mondial 2018 en Russie est dévoilée selon le tirage au sort effectué ce vendredi au Kremlin, dont le groupe A, Russie, Arabie Saoudite, Uruguay et Égypte. Groupe B, Portugal, Espagne, Maroc et Iran. Groupe D, Argentine, Islande, Croatie et Nigeria. Groupe H, Pologne, Colombie, Japon et Sénégal. Pour commenter, analyser cette information, nous retrouvons en direct de Moscou Jalal Bouzrara, notre envoyé spécial. Bonsoir Jalal. Bonsoir Manal. D'abord une réaction après ce tirage au sort en Russie. Tirage au sort très compliqué pour les Lions de l'Atlas. C'est simple Manal. Il y avait pour l'équipe du Maroc et pour toutes les sélections du chapeau 4, une équipe à éviter, c'était l'Espagne. Bingo, c'est pour le Maroc. L'équipe du Maroc qui aura deux mastodontes lors de ce premier tour. L'Espagne, bien sûr, l'Espagne de Sergio Ramos, l'Espagne d'Andrés Iniesta, l'Espagne championne du monde en 2010. Et puis le Portugal champion d'Europe et tenant du titre à l'Euro. Et puis, bien sûr, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc, voilà, ça s'annonce très compliqué, extrêmement compliqué même pour cette sélection marocaine. Mais bon, il faudra lutter. Et la Coupe du Monde, c'est une compétition où l'on retrouve tous les meilleurs. Donc, l'équipe du Maroc devra sortir le grand jeu pour espérer se qualifier pour le deuxième tour. Allez, la seule bonne nouvelle dans ce tirage au sort un petit peu compliqué, c'est que c'est la programmation des matchs. L'équipe du Maroc va commencer par affronter l'Iran. Ça sera le 15 juin et ça se passera à Saint-Pétersbourg. L'Iran, a priori, avec le Maroc, les deux outsiders de ce groupe. Donc, l'équipe du Maroc a ses chances face à l'Iran, tout comme l'Iran a ses chances face à l'équipe du Maroc. Après, il y aura ce choc face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo le 20 mars au stade de Luzhniki, ici à Moscou, le stade qui va accueillir le match d'ouverture avant d'affronter l'Espagne le 25 juin. Donc voilà, pour ce groupe du Maroc. Maintenant, et j'ai croisé juste après ce tirage au sort Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc. Lui, il est confiant, il dit que tout le monde nous donne pour éliminer. Eh ben, ça c'est un scénario qui m'arrange parce que l'équipe du Maroc sera là pour créer la sensation, pour se battre sur ce ticket qualificatif pour le deuxième tour de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Alors Jalal, vous l'avez répété plusieurs fois, c'est compliqué pour le Maroc. Le Maroc qui est dans le groupe B avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran. Quelles sont les chances justement des Lions de l'Atlas? Elles existent, même si elles sont minimes. Mais en Coupe du Monde, on a assisté par le passé à plusieurs exploits. Et le dernier exploit en date pour la sélection marocaine, c'était en 1986. C'était face justement à cette sélection portugaise. C'était le premier pays à se qualifier pour le deuxième tour d'une Coupe du Monde, premier pays africain et arabe à réussir cet exploit. Donc il faudra se battre. Quand on vient en Coupe du Monde, c'est pour croiser les meilleurs. Là, effectivement, le fait d'hériter de l'Espagne, c'est un petit peu difficile, compliqué. Ça complique davantage les chances du Maroc. Mais les Lions de l'Atlas se dépassent souvent dans des matchs et face à des adversaires qui leur sont sur le papier supérieur. Donc on reste optimiste. Et moi, je vous dis encore, Manal, parce que le programme de la sélection lors de ce mondial, commencer par l'Iran, puis le Portugal, est idéal. Peut-être arriver au dernier match avec une sélection espagnole déjà qualifiée qui pourrait un petit peu lever le pied, qui pourrait aussi permettre aux remplaçants d'entrer. Mais là, on ne va pas entrer dans les détails. C'est
c'est une super nouvelle que le Maroc soit en Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire. Alors, Jalal, on a parlé du Maroc, mais qu'en est-il des autres équipes africaines pour le Mondial 2018 en Russie ? En tout cas, moi, ce soir, j'aurais aimé être sénégalais, puisque l'équipe du Sénégal hérite d'un groupe plutôt à la portée des Lions de la Teranga, avec la Pologne, le Japon et la Colombie. Les Sénégalais ont une véritable chance de passer pour le deuxième tour. La Tunisie croisera, elle, la Belgique et l'Angleterre, mais aussi le Panama, le petit poussé de cette Coupe du Monde. L'Égypte, elle, ça sera face à la Russie, l'Arabie Saoudite, mais également l'Uruguay. Les Égyptiens ont également une chance de qualification pour le deuxième tour de ces Coupes du Monde. Enfin, le Nigeria aura aussi son mot à dire avec la Croatie, l'Islande et surtout l'Argentine d'un certain Lionel Messi. Merci beaucoup Jalal Bouzrara d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Moscou. Nous vous emmenons maintenant justement en Russie à la découverte du stade de Moscou, le Luzhniki, qui abritera la finale et le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2018. Une enceinte chargée d'histoire. Vous allez le voir dans ce récit signé Mamadou Diaye. Bienvenue dans cette enceinte historique implantée au cœur de Moscou. Construit à l'origine pour accueillir le Spartakiak de 1956, on l'appelait alors le stade central Lénine en 1955. La reconstruction de ce stade dénommé Luzhniki, pour le remettre à jour pour les phases finales de la Coupe du Monde, a commencé en 2013, et ce pour une enveloppe de 400 millions d'euros, avec une capacité d'accueil de 89 618 places. Une considération majeure est la conservation du grand extérieur. Cette façade est l'un des monuments les plus remarquables de Moscou. Depuis son ouverture, le stade a accueilli plus de 3000 matchs de football. Les affiches les plus historiques concernent la finale de la Coupe UEFA en 1999 et de la Ligue des Champions de 2008, opposant Chelsea à Manchester United. La Russie jouera le match d'ouverture du tournoi le 14 juin et la finale également se jouera ici, le 15 juillet 2018. Des développements maintenant dans l'affaire de Russiagate. L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump et personnage central de l'affaire russe, Michael Flynn, a plaidé coupable aujourd'hui d'avoir menti au FBI. Dans le cadre de cette enquête, Michael Flynn, entendu le 24 janvier par des agents du FBI, a déclaré qu'il n'a pas demandé à l'ambassadeur Sergei Kislyak de calmer le jeu à la suite de sanctions imposées par l'administration Obama à la Russie. Toujours selon les services du procureur spécial, pour la Maison-Blanche, le plaidé coupable de Flynn n'implique que lui. Un autre dossier épineux de l'actualité, la situation sécuritaire en Libye. Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a été reçu aujourd'hui à Washington par le président américain Donald Trump. Les discussions ont été axées sur les relations bilatérales et le processus de réconciliation Libye parrainé par l'ONU. Elles font partie de l'accord politique interlibyen. Et au Bangladesh, le pape François a demandé ce vendredi pardon aux réfugiés Rohingyas après avoir écouté avec gravité les récits de certains d'entre eux. Le souverain pontife a prononcé pour la première fois le mot Rohingya depuis le début de son voyage en Asie. La présence de Dieu aujourd'hui s'appelle aussi Rohingya, a déclaré le pape François. Anissa Haraou. Il a attendu de quitter la Birmanie avant de prononcer les mots que tout le monde espérait. Face au président bangladais, le pape François évoque pour la première fois le sort des musulmans Rohingyas. Aucun de nous ne peut ignorer la gravité de la situation, l'immense souffrance humaine et les conditions de vie précaires de tant de nos frères et sœurs. Il est nécessaire que la communauté internationale mette en œuvre des mesures décisives face à cette grave crise. Ces 3 derniers mois, 600 000 Rohingyas se sont réfugiés au sud du Bangladesh. Un afflux difficile à gérer. C'est ce qu'a rappelé le président tout en insistant sur le drame qui se joue en Birmanie. Des milliers d'entre eux, y compris des femmes et des enfants, ont été tués sauvagement. Des milliers de femmes ont été violées, leurs maisons ont été réduites en cendres. Ils ont dû fuir vers le Bangladesh pour échapper aux atrocités de l'armée birmane. Le pape François a remercié le peuple bangladais pour sa générosité et sa solidarité.
D'une grande prudence verbale, le pape François n'avait pas prononcé une seule fois le mot Rohingya durant toute la première partie de son séjour, soucieux de ne pas mettre le feu aux poudres d'une opinion publique chauffée à blanc par le nationalisme. À la place, il a préféré le mot plus neutre de réfugiés de l'état de Rakhine, zone où se situe le conflit. Mais vendredi, le pape a rencontré une délégation de réfugiés à Dhaka, au Bangladesh, et a prononcé pour la première fois le terme Rohingya. Ne fermons pas nos cœurs, ne regardons pas dans l'autre direction. La présence de Dieu s'appelle aussi Rohingya, a-t-il déclaré avant de célébrer Saint-Père dans un parc aux côtés de 80 000 fidèles. Horreur et effroi au Pakistan. Un attentat terroriste a frappé Peshawar. Aujourd'hui, au moins 9 personnes ont été tuées et 35 autres blessées. 4 terroristes ont perpétré l'attaque contre une auberge étudiante dans cette ville du nord-ouest pakistanais. Les assaillants ont été tués par les forces de sécurité. Cette attaque s'est produite une semaine après qu'un haut responsable de police a été tué dans un autre attentat suicide à Peshawar toujours. Nous sommes le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Selon ONU-SIDA, quelques 36,7 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH en 2016, mais moins de 21 millions d'entre elles avaient accès au traitement antirétroviral. Où en est la lutte contre le sida? Élément de réponse dans ce récit de Anissa Haraou. Les hommes sont moins susceptibles de se faire dépister, voire d'avoir accès au traitement contre le virus du sida. En Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, les hommes représentent l'angle mort de la lutte contre le virus du VIH, selon le dernier rapport de l'ONU-SIDA publié à l'occasion de la Journée mondiale contre le virus. Une étude menée en Afrique du Sud a d'ailleurs montré que 70% des hommes décédés de maladies associées au virus du sida n'a jamais cherché à se faire soigner. À l'heure actuelle, 36,7 millions de personnes vivent avec le virus du VIH dans le monde, la majorité d'entre elles, soit 25 millions sur le continent africain, dont 11 millions qui n'ont pas accès à un traitement. Au Maroc, 13 000 personnes vivent avec le virus du sida. Selon les données du ministère de la Santé, 3 régions concentrent plus de 50% des personnes atteintes du virus, à savoir Souss Massa, Casablanca Stat et Marrakech Safi. Si le monde est en bonne voie pour atteindre l'objectif de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030, beaucoup de chemin reste encore à parcourir pour l'éradication de ce fléau planétaire. Environ 1,8 million de personnes ont été infectées par le virus du sida dans le monde en 2016. Ce chiffre représente une nouvelle contamination par le VIH toutes les 17 secondes en moyenne, ou bien près de 5000 nouvelles infections par jour. Et cette journée mondiale de lutte contre le sida est l'occasion d'abord de dresser le bilan. Quelques 36,7 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH donc en 2016, mais moins de 21 millions, je le rappelle, d'entre elles avaient accès au traitement antirétroviral. Au Maroc, le ministère de la Santé parle de quelques 13 300 cas séropositifs en 2017. Où en est-on au niveau d'abord de la stigmatisation des séropositifs? Les mentalités évoluent-elles? La parole s'est-elle libérée au sujet du sida? Voici la réponse de professeur Hakima Himish. Elle est présidente de l'association marocaine de lutte contre le sida, ALCS. D'abord, cette stigmatisation, elle a régressé, c'est sûr. Il y a eu des progrès, grâce aux multiples SIDActions organisées par la LCS sous le haut patronage de Sa Majesté, grâce aux nombreuses actions de sensibilisation des autorités policières, des juges aux problèmes de respect des droits humains des populations les plus touchées par le sida. Et d'ailleurs, ils sont très très réceptifs à ces actions de sensibilisation. Donc, un recul, mais elle est toujours présente. Je vous citerai un seul exemple. Tout récemment, une enfant séronégative dont la maman est séropositive a été exclue de l'école à la demande des parents d'élèves qui ont fait un sit-in devant le bureau de la directrice. C'est totalement inadmissible. Mais il y a des progrès. La parole se libère, notamment parmi les jeunes personnes vivant avec le VIH.
En Côte d'Ivoire, retour sur l'inauguration cette semaine des travaux de la ligne du métro d'Abidjan. L'événement s'est fait en présence du président ivoirien Alassane Ouattara et de son homologue français Emmanuel Macron. Coût global du projet 918,34 milliards de francs CFA. Un projet très attendu dans la capitale économique ivoirienne. Les détails avec nos correspondants à Abidjan, Stéphane Soumaoro et Romal Dago. Paris a toujours entretenu de bonnes relations avec Abidjan. Avant donc de quitter la capitale ivoirienne pour Accra, Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi des travaux du métro d'Abidjan. C'est un projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures, et en particulier du pont, et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire, qui est la ligne ferroviaire, qui elle aussi permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Un projet ambitieux qui a mobilisé une enveloppe de 1,4 milliard d'euros entièrement déboursée par l'État français. Long de près de 40 km, cette ligne de métro qui sera livrée courant 2022 est l'investissement français le plus important dans le domaine du transport. Le projet, qui va désengorger la circulation routière, va assurer le trafic d'environ 500 000 passagers par jour. On quitte maintenant l'Afrique pour l'Europe et on parlera politique en Allemagne. Conservateurs d'Angela Merkel et sociodémocrates se sont dit prêts à discuter pour sortir l'Allemagne de l'impasse politique. En revanche, les priorités ne sont pas les mêmes sur le mode possible de coopération. Le Parti démocrate chrétien de la chancelière est disposé à mener des discussions sérieuses au sujet d'un gouvernement stable, selon un dirigeant du mouvement. Pour le président du Parti social-démocrate Martin Schulz, sa formation est prête, elle aussi, à négocier avec les conservateurs sur les moyens de former un nouveau gouvernement dans le pays. Je vous propose d'écouter la réaction des dirigeants de la CDU. D'abord, Klaus Schuller et du SPD, Martin Schulz. Le fait que nous ayons souligné aujourd'hui que nous sommes prêts à entamer de telles négociations avec le SPD montre que nous visons à mener à bien ces pourparlers. Un gouvernement conservateur SPD n'est pas automatique. Nous avons le temps et nous discuterons également des différentes options lors de la réunion du parti SPD. Contrairement à ma promesse de ne rien dire sur les discussions d'hier, je peux vous confirmer que mes partenaires dans cette discussion sont conscients de cela. Indépendamment de la question sur la façon dont le nouveau gouvernement en Allemagne peut être formé, c'est-à-dire une coalition conservateur-SPD, ce n'est pas la seule option, il y en a d'autres. L'Allemagne doit aussi renouveler l'Europe. Nous avons besoin d'une Europe différente et les initiatives du président français Macron sont bonnes et il faudrait que Berlin en tienne compte. Le monde musulman célèbre aujourd'hui Eid al-Mawlid al-Nabawi Sharif, la traditionnelle procession des cierges a sillonné hier les artères et places de la ville de Salé. Au Maroc, la fête marque le début du Moussem, organisé du 30 novembre au 2 décembre par la Zawiya Hassounia sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Parti de la place des Chouhada en direction du mausolée Moulay Abdallah Ben Hassoun, le cortège a tenu en haleine un public venu nombreux le long du trajet pour apprécier ces traditions séculaires, comme vous pouvez le voir sur ces images. Cap à présent sur le Royaume-Uni, des centaines de personnes étaient rassemblées à Nottingham pour accueillir le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle. Ils y effectuaient aujourd'hui leur première visite officielle depuis l'annonce de leur futur mariage lundi. Ils étaient ensuite attendus à une fête organisée par une association d'aide aux personnes atteintes du sida, puis ont visité une école qui participe à un programme sur la criminalité juvénile, deux sujets qui leur tiennent à cœur. Voilà pour cette édition L'actualité économique. C'est dans un instant avec Oumaï Masbila. Merci de rester avec nous.